Il est 20h, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 10 décembre. Les prix des produits de grande consommation connaissent une véritable baisse sur les marchés. La descente aujourd'hui du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, l'atteste. Des millionnaires congolais dans la sous-traitance du secteur des mines, c'est très possible. Les sous-traitants exigent l'application de la loi dans toute sa rigueur pour limiter les envahisseurs. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. C'est parti pour une des meilleures d'actualité. Le président de la République a eu des entretiens par visioconférence avec Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique. Les détails avec Jules Tshilumbai. Bienvenue Kabamba. D'entrée de jeu, Tony Blair a présenté ses félicitations au président de la République pour son deuxième mandat à la tête de la RDC à l'issue de la présidentielle de décembre 2023. Dans leurs échanges, la mise en place des mécanismes de suivi dans la matérialisation des différents projets structurants du chef de l'État à travers Tony Blair Institute, une organisation qui accompagne les actions des chefs de l'État. L'accompagnement porte notamment sur l'investissement dans l'énergie, le climat des affaires, le numérique et le financement d'autres projets. Les perspectives d'avenir ont été également étudiées. Une réunion satisfaisante. Tony Blair a promis de revenir rencontrer le président Félix Tshisekedi prochainement pour présenter ses modalités d'accompagnement via la mise en place de mécanismes de suivi. Il est à noter que le Tony Blair Institute dispose d'une expertise avérée dans l'assistance de plusieurs États à l'échelle continentale en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires. Et le ministre des Mines, Kizito Pakapomba, participe activement à la Raw Material Week 2024 qui se tient du 9 au 13 décembre à Bruxelles. Regardez. We had a very good meeting with the President of the Republic. We explained to the President that nous avons eu une très bonne réunion avec le chef de l'État. Nous avons pu lui parler de notre investissement en RDC, du fait que nous employons plus de 17 000 personnes en RDC. Nous avons des projets communautaires de plus de 100 millions de dollars. Nous avons aussi parlé des problèmes qui nous concernent tous les deux, le gouvernement et nous. Et notamment, il s'agit du prix du cobalt qui est bas, qui ne profite ni à nous ni au gouvernement congolais. L'offre du cobalt est beaucoup trop importante. Au niveau de la demande, il n'y a absolument pas de problème. Nous, en tant qu'entreprise, nous fournissons notre cobalt à Elon Musk, à Tesla. Donc, nous fournissons notre cobalt à BMW et à d'autres. Mais aujourd'hui, le réel problème est tout simplement la trop grande offre qu'il y a. Le président était tout à fait d'accord avec nous. Il nous a soutenus dans ce que nous lui avons dit. Et il est d'accord que nous puissions travailler tous ensemble pour améliorer les choses en RDC et pour nous-mêmes. Les questions brûlantes de l'heure au menu des échanges hier entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, c'était à la Cité de l'Union africaine. Rachel Foutou et Kazo Kazadi. Dans 48 heures, le Parlement réuni en congrès va accueillir le président de la République pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Avant ces grands orales, attendus par la population, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est allé rencontrer le chef de l'État pour préparer ces grands événements. Au sujet de la Constitution, les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire voulue par le chef de l'État. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit
le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place, elle n'a pas encore réfléchi, mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. Et à l'Assemblée nationale, la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages à Kinshasa a présenté son rapport. La commission dite Matata a été également enrichie par les députés nationaux. Toute une batterie des recommandations a été formulée au gouvernement, au Parlement et au gouverneur de la ville de Kinshasa pour une meilleure amélioration des conditions de vie de Kinois. Regardez. À l'Assemblée nationale, le rapport de la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa a été présenté devant la représentation nationale le lundi 9 décembre 2024 lors de la plénière présidée par le premier vice-président, le professeur Jean-Claude Chilumbai. Cette commission qui avait été mise sur pied à la suite d'une motion d'information du député national Léonard Chéokitundu a dans son rapport fait 3 principales propositions de recommandations en termes d'action ou mesures de politique publique. Il s'agit des actions à impact visible et immédiat, des actions à impact atténuant ou conjoncturel et des actions à impact structurel, a fait savoir le président de cette commission, le député national Matata Ponyo Pon. Kinshasa, la capitale, considérée aujourd'hui comme la ville la plus sale du monde, celle qui il y a quelques années, quelques décennies, était Kinshasa la belle, ne mérite pas de rester dans cet état. Déclaré recevable par la majorité des députés nationaux présents à l'hémicycle, ce rapport a été par la suite soumis à un débat houleux qui a permis aux élus de se succéder au perchoir pour apporter leur contribution et donner leur avis quant à ce. Après plus de 3 heures de débat, la plénière, à travers un vote, a adopté ce rapport dont les recommandations seront envoyées au gouvernement pour application. Est-ce que nous pouvons nous prononcer sur l'approbation des conclusions de ce rapport après intervention de la commission? Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention. Merci. Le rapport est adopté ainsi qu'à sortie des recommandations qui ont été formulées ici. Il va être transmis au gouvernement pour son application et sera suivi. Signalons d'une autre part que l'examen de la motion de censure initiée contre le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, attendu lors de cette même plénière, n'a pas eu lieu suite à son absence constatée par la plénière. L'absence de ce membre du gouvernement est justifiée par une mission de travail qu'il a effectuée depuis le 5 décembre dernier, dont l'ordre des missions a été signé en bonne et due forme par la première ministre. La formation professionnelle, un des piliers majeurs de la croissance économique, c'est ainsi que la première ministre Judith Suminwa présente ce secteur au forum CEAC à Kinshasa. Lancé ce mardi, ces assises visent à mettre en place une stratégie régionale pour l'enseignement et la formation technique et professionnelle en Afrique centrale. Chimène Dondo, Pompon Umba et Djokoku.
La formation professionnelle, un levier important pour l'employabilité de la jeunesse en Afrique centrale et en RDC en particulier. Ouvert à Kinshasa, le forum régional des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle, a permis des échanges en vue de mettre en place une stratégie pour le développement de l'enseignement et la formation technique et professionnelle en Afrique. Prenant la parole, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a réitéré l'engagement de son gouvernement à faire de la formation professionnelle un pilier majeur de la croissance économique. Conscient des enjeux et du rôle crucial de ce secteur dans le développement socio-économique de notre pays, mon gouvernement, sous l'impulsion de la vision définie par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, dans le cadre de notre programme d'action 2024-2028, s'est engagé de manière forte, avec courage et détermination, à renforcer notre système éducatif en faisant de la formation professionnelle un pilier majeur de la croissance économique et de l'amélioration de la qualité de vie de notre population. Le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, tient aux résolutions de ces assises pour l'amélioration de ces secteurs. L'enseignement technique et la formation professionnelle est sur une bonne voie depuis la dernière revue du système réalisée en 2022. Toutefois, il reste encore beaucoup à réaliser pour transformer notre secteur en un véritable levier de développement économique et social à travers la diversification économique, l'entrepreneuriat et l'employabilité de la jeunesse. Le gouvernement souminois prévoit la construction et le renforcement des centres de formation professionnelle et d'apprentissage des métiers pour contribuer à l'éradication de la délinquance et au chômage de jeunes en RDC. Ce forum a été organisé par le Bureau pays de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO en sigle, en collaboration avec le ministère national de la formation professionnelle. Contrôle parlementaire, on en parle à la Chambre haute du Parlement où 2 membres du gouvernement étaient en face des sénateurs. Il s'agit du vice-premier ministre en charge du plan et la coordination de l'aide au développement et le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Ils ont répondu aux questions orales avec débat au cours de la séance plénière conduite par le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, Janine Kalenga et Julien Piana. Question orale avec débat lié au processus de planification du développement du pays et à la recherche scientifique adressée aux 2 membres du gouvernement par les sénateurs au cours d'une séance plénière présidée par le speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge. Le sénateur Célestin Vunabondi a interpellé le vice-premier ministre chargé du plan et de la coordination de l'aide au développement pour obtenir la lumière sur l'état actuel du processus de planification dans le pays. Question de se rassurer du niveau réel des avancées et des défis rencontrés dans ces domaines stratégiques pour le développement. De son côté, le sénateur Michel Linguepo a adressé une question orale au ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique concernant la cartographie géographique de la République démocratique du Congo, un outil essentiel pour la gestion des ressources et le développement, les territoires étant l'un des attributs d'une nation. Soulignons que les 2 questions ont été traitées simultanément avec un débat unique où chaque intervenant a dû préciser le destinataire de sa question. Après les réponses des 2 membres du gouvernement, le débat a été ouvert par le président de la Chambre des sages, Jean-Michel Samaloukonde. Les intervenants ont soulevé des préoccupations relatives à la souveraineté, la sécurité, à la vision, aux stratégies et piliers mis en place pour le développement durable du pays. Ils ont également formulé des recommandations allant dans le sens d'orienter les politiques publiques pour une meilleure gestion des ressources et un développement harmonieux du pays en donnant des moyens budgétaires aux 2 ministères très vitaux quant à ceux. Les 2 membres du gouvernement ont été libérés en vue d'aller préparer les réponses aux questions. Ils reviendront à 14 h de ce mardi 10 décembre pour rencontrer les préoccupations des sénateurs.
De prix de biens de grande consommation après la signature du PV avec les gros importateurs hier. Ce mardi, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba, est descendu sur les différents marchés de Kinshasa dans l'objectif de constater l'effectivité de prix conclus entre le gouvernement et les importateurs pour soulager tant soit peu la population en cette période des festivités de fin de l'année. Rodépanda. Cette action d'espoir était longtemps attendue à bras ouverts avec enthousiasme par la population quinoise et tous les Congolais en général. Sous une forte pluie de ce mardi 10 décembre à Kinshasa, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba, a minimisé l'obstacle pour effectuer sa descente de la ronde sur le terrain dans les entrepôts de vivres et non-vivres à Kinshasa, loin de son bureau de l'immeuble intelligent. Objectif, procéder à la vérification de l'effectivité de la baisse des prix des produits de première nécessité. Premier constat à la société AfriFood. Stock suffisant dans les chambres froides. La nouvelle grille tarifaire revue à la baisse bien visible de 5 à 11%. Depuis le 27 novembre, il y a eu un paramétrage de Sidonia qui a permis de baisser certaines taxes à l'importation et cette baisse de taxes nous permet à notre tour aussi de baisser nos prix. Même satisfaction récoltée par les patrons de l'économie nationale chez Sosimex pour l'application de nouvelles mesures tarifaires avant d'interroger quelques acheteurs trouvés sur place qui ont avoué la baisse des prix. Selon le DG de Sosimex, cette baisse n'a rien à voir avec les festivités de fin d'année. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, sur demande du chef de l'État et sur demande du gouvernement, s'est engagé et nous, on s'est engagé et nous avons respecté nos engagements, toutes les deux parties. Nous continuerons à respecter nos engagements. Sokin était la boucle de cette ronde, avec un dentier réconfort. Ainsi fait, Daniel Mukoko-Samba appelle les associations de défense des droits des consommateurs et la population à s'approprier ces mesures dans l'amélioration du pouvoir d'achat du dernier consommateur, ce qui répond au deuxième engagement du programme quinquennal du président de la République, le chef de l'État Félix Tshisekedi. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents de l'État, SENSAP, va recevoir l'accompagnement de l'entreprise Finactu pour son information. Le responsable de cette entreprise du milieu financier a échangé avec le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Nadine Kilocho. Impulsé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination de la Première ministre, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, placée sous la tutelle du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, produit des échos qui vont jusqu'aux confins de la terre. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a reçu ce mardi 10 décembre 2024 Denis Chemilier, directeur général de Finactu, une structure bien connue dans le secteur financier, conduit par le directeur général de la SENSAP, Junior Mata. Avec Finactu, l'accompagnement va apporter essentiellement dans le domaine de l'informatique, mais au-delà de ça, les caisses de retraite impliquent des études actuarielles pour être sûr que sur le plan d'une approche strictement prospective, que dans le long terme, on sera toujours à même de remplir nos obligations vis-à-vis de nos assujettis. Et donc le cabinet Finactu va également accompagner la SENSAP dans les cadres des études actuarielles. Séduit par les avancées de la réforme amorcée pour le redressement de l'administration publique, le directeur général de Finactu s'est dit déterminé d'apporter son expertise à la SENSAP. J'ai senti que le vice-premier ministre était soucieux que cette technicité que nous représentons puisse être mise à disposition de la SENSAP. Et je suis très heureux de pouvoir travailler maintenant à donner un cadre à cette coopération. Nous travaillons pour beaucoup de pays. Le ministre m'a initié au portail de la fonction publique et j'ai vu notamment à quel point l'informatisation de la fonction publique était très avancée. Je pense qu'aucun pays du continent, à ma connaissance, n'a été aussi avancé dans ce domaine. Donc on sent bien qu'on a une personne qui est à la fois très politique et très technique, et je pense que c'est ce mariage-là qui est extrêmement rassurant pour les retraités de ce pays. Bien avant, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a reçu le ministre des Finances, Doudou Fwamba. Après un entretien à huis clos, les deux membres du gouvernement souminois ont visité l'aile droite du grand bâtiment administratif nouvellement rénové et qui abrite le secrétariat général de la fonction publique chargé des retraités. Le gestionnaire des ressources humaines de l'État, Jean-Pierre Liaou, et le ministre des Finances ont clôturé leur visite à la direction de l'identification biométrique de tous les agents publics de l'État.
Et le ministre des Mines, Kizito Pakapumba, a participé à la Raw Material Weekend 2024 qui se tient présentement en Belgique, à Bruxelles précisément. Regardez. La République démocratique du Congo, représentée par le ministre des Mines Kizito Pakabomba, participe activement à la Raw Materials Week 2024 qui se tient du 9 au 13 décembre à Bruxelles, en Belgique. Cet événement majeur réunit les acteurs importants autour des enjeux de transparence, de développement durable et de responsabilité dans l'exploitation des ressources naturelles. Au nom du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, le ministre a réaffirmé l'engagement de la RDC à transformer ses richesses naturelles en levier de prospérité partagée et d'innovation pour la transition énergétique mondiale. Le ministre des Mines a souligné l'importance de la coopération avec l'Union européenne, partenaire clé dans la lutte contre l'exploitation illégale des ressources et dans le renforcement de la gouvernance du secteur minier. La RDC, riche en minerais stratégiques tels que le cobalt, le lithium, le nickel et le cuivre, joue un rôle central dans les chaînes d'approvisionnement responsables. Le ministre a également annoncé l'élaboration d'une feuille de route stratégique avec l'Union européenne pour garantir la durabilité et maximiser les retombées économiques locales. À travers des initiatives telles que le Conseil congolais de la batterie et la mise en œuvre des normes rigoureuses de traçabilité, la RDC se positionne comme un acteur incontournable de l'économie bas carbone mondiale. Le ministre a appelé un soutien accru des partenaires internationaux pour investir dans la transformation locale, partager des innovations technologiques et renforcer la traçabilité des minerais. Le gouvernement congolais reste déterminé à construire un secteur minier exemplaire, vecteur de développement durable et de bénéfices tangibles pour ses populations. En route vers l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo, les sous-traitants évoluant dans le secteur minier s'engagent à accompagner le chef de l'État, Mireille Ndeke. Au cours de ce dîner d'affaires initié par le club des sous-traitants sous la direction de sa coordinatrice Bernadette Koundou, en présence des membres de la FEC et quelques juristes, il était question de faire un état des lieux afin de projeter l'avenir. Avec à sa tête M. Gabriel Chitende, les sous-traitants évoluant dans le secteur minier reconnaissent les avancées significatives enregistrées grâce à l'ARSP à travers la loi sur la sous-traitance. Il y a beaucoup d'avancées. Le bilan, en tout cas, est largement positif du point de vue de notre rendement et nos business avancent, en tout cas, très très bien. Aux côtés de ces avancées, il y a également des difficultés qui empêchent le privé à travailler en toute aisance. Le président Gabriel Chitende a martelé sur le non-respect de certains marchés. Il sollicite ainsi le strict respect de la loi sur la sous-traitance. Il y a des paiements qui sont bloqués, ça fait plus d'une année même, et ça nous complique. Nous avons un personnel à maintenir, et si nos paiements sont bloqués, à un certain moment, nous serons obligés d'envoyer le personnel en congé technique. Oui, l'ARSP fait un effort, mais l'ARSP ne peut pas tout faire seul. Il faut changer des niveaux, passer de l'étape A à l'étape B et les choses vont marcher sans problème. En dépit de ces contraintes, les entrepreneurs ont pris l'engagement d'accompagner le chef de l'État pour matérialiser sa vision, celle de créer le millionnaire congolais. Tout d'abord, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a une vision, c'est de créer 6 millions d'emplois. Et je pense également que la sous-traitance, il faut le dire, les entrepreneurs ont une responsabilité dans la vision du chef de l'État. Le secteur minier, porteur de croissance en RDC, le sous-traitant de ce secteur se décide de se serrer les coudes. Des adhésions au club ont été aussi enregistrées, parmi lesquelles l'honorable Colette Tchombo. La ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie a échangé avec une délégation du Royaume-Uni conduite par son envoyé spécial en charge de la région des Grands Lacs. Les détails avec Suzingo et Papimbongo. 3 points à l'ordre du jour de cette séance de travail entre la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie et l'envoyé spécial du Royaume-Uni pour la région des Grands Lacs, Tiffany Sadler. Les priorités du Royaume-Uni en matière de coopération en Afrique, la vision de la RDC sur la coopération internationale et les perspectives de collaboration entre les deux pays ont été longuement évoquées. Parlant de la vision de la RDC, la ministre déléguée Bestine Kazadi a souligné qu'elle s'inscrit dans une logique de coopération économique mutuellement bénéfique. Elle a rappelé que la RDC reste déterminée à développer des partenariats permettant de soutenir le développement dans tous les secteurs au bénéfice de sa population.
Une rencontre qui a permis de dresser un état de lieu de la coopération entre la RDC et le Royaume-Uni, d'explorer les points forts et aussi d'identifier les domaines à améliorer, a dit son ambassadeur en RDC, Alison King. Les échanges aujourd'hui apportent la nouvelle approche vers l'Afrique du nouveau gouvernement britannique qui sera focalisé sur 3 axes, dont la sécurité et gouvernance, le climat et la nature, et également la croissance économique, l'importance de créer des emplois, trouver des partenariats gagnant-gagnant économiques. Pendant les échanges, des perspectives de coopération ont été évoquées avec un plaidoyer pour faciliter la mobilité des biens et des personnes entre la RDC et le Royaume-Uni. La ministre déléguée a également invité le Royaume-Uni à investir dans les projets stratégiques en cours en RDC tels que le corridor de Lobito, le projet Inga 3 et le couloir vert. Le journaliste franco-camerounais Charles Onana et son éditeur ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris pour contestation du génocide contre les Tutsis rwandais. Charles Onana a rejeté les accusations pendant son procès. Il annonce faire appel. Regardez. Le dossier d'accusation contre Charles Onana et Damien Serei des éditions du Toucan, éditeur de son ouvrage « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise », quand les archives parlent, n'a pas ému le tribunal correctionnel de Paris outre mesure. Leur condamnation par le tribunal correctionnel de Paris à respectivement 8 400 et 5 000 euros d'amende vaut plus pédagogie sur la gravité des crimes de génocide qu'une valeur pénale contre Onana et Damien. Tout de suite, les avocats de Charles ont fait savoir qu'un appel est interjeté contre cette condamnation. C'est une condamnation de principe, puisqu'il s'agit d'une peine purement pécuniaire. Et nous allons prendre le temps d'étudier les motifs qui ont conduit le tribunal à juger dans ce sens, puisque nous avons une motivation qui fait plus d'une dizaine de pages. Donc on va regarder en détail quels sont les motifs par lesquels le tribunal croit pouvoir retenir la contestation, dont à notre avis M. Onana est innocent. M. Onana va évidemment faire appel pour pouvoir contester cette décision devant la Cour d'appel de Paris. On a 10 jours pour faire appel en tout. L'effet dévolutif de l'appel, la Cour d'appel qui va être saisie va rejuger l'affaire dans sa globalité, totalement. Congolais, soyons unis, défendons notre pays. Charles Onana qui a écrit sur le Congo devrait être accompagné avec notre lobbying pour qu'en fait on puisse aussi montrer qu'il avait raison. Charles Onana garde toute sa sérénité et confirme poursuivre le combat de la vérité. Dans cette histoire, il n'y a rien de logique, il n'y a rien de cohérent, il n'y a rien de rationnel. Donc je tiens simplement à dire aux Congolais, ne vous inquiétez pas, la bataille ne fait que commencer. Donc dans cette histoire-ci, vous avez des partis civils qui travaillent pour le ministère public, et le ministère public qui s'en remet au juge, mais il n'y a rien, je vous dis, de cohérent, de précis et de sérieux dans ce qui est en train de se passer. C'est une autre saga judiciaire qui s'annonce cette fois au second degré. La communauté congolaise, venue suivre le verdict, a tout de même été déçue car elle s'était mobilisée pour un acquittement pur et simple, ne voyant aucune contre-vérité dans les écrits de Charles Onana. Le comité de la représentation des étudiants du Congo vient d'être installé par la ministre de tutelle Marie-Thérèse Sombo. C'était en présence du DG du Fonds spécial de promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes, Edith Chala. C'est une cérémonie qui a rassemblé plus de 300 étudiants venus des 4 coins de la République démocratique du Congo pour l'installation du nouveau bureau de la représentation des étudiants du Congo REC. Cette jeunesse, priorité du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, a besoin de toutes les informations sur l'entrepreneuriat, comme celle que le directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes, FSPJ en sigle, Joseph Mouyi-Mukindi, a donné. Le rôle stratégique des étudiants dans la construction de la République démocratique du Congo a été mis en exergue par le directeur général du FSPJ avant de donner quelques orientations au nouveau bureau de la REC. Le chef de l'État, il ne cite pas seulement le jeune en vain. Il a mis en place cet établissement public, mais aussi au niveau des universités. Beaucoup d'entre vous sont informés des nombres de chantiers qui existent tant à Kinshasa que dans les provinces. Il faudrait que vous puissiez prendre conscience du sens des responsabilités qui vous incombent, que vous puissiez prendre de la hauteur pour pouvoir valablement représenter ces étudiants. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, qui a mis l'accent sur les investissements dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, a rassuré les étudiants de son accompagnement à la REC. Je vous apprends que rien ne sera plus comme avant. Nous sommes en train d'élaborer
un programme de prise en charge des étudiants sur tous les aspects. Après lecture du procès verbal des élections du bureau par le président de la commission électorale, le nouveau comité de la représentation des étudiants du Congo a été investi. Politique, la FDC de Modeste Bahati Lukwebo réitère sa loyauté au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'encourage à poursuivre son action diplomatique et militaire pour la paix en RDC. C'est l'une des décisions prises à la clôture de la deuxième session parlementaire 2024 de ce regroupement politique. Galor Kimpianga. L'Alliance des forces démocratiques du Congo attend la mise en place de la commission multidisciplinaire qui va se pencher sur la réforme constitutionnelle telle qu'annoncée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kisangani. C'est ce qui ressort d'une déclaration rendue publique le dimanche dernier au cours de la cérémonie de clôture de la deuxième session parlementaire 2024 du regroupement politique AFDCA. À cette occasion, le parti cher à Modeste Bahati Lukwebo a renouvelé sa loyauté envers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'encourage à poursuivre sa double action diplomatique et militaire en vue de ramener la paix durable à l'est du pays et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. L'AFDCA renouvelle sa loyauté envers le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'encourage à poursuivre sa double action diplomatique et militaire en vue de ramener la paix durable à l'est du pays et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. L'AFDCA est donc disposée à y participer. Ce regroupement politique, deuxième force de la majorité parlementaire, a salué l'acceptation du président de la République à répondre à l'invitation de son homologue angolais en vue d'épargner les Congolais et particulièrement ceux vivant dans l'est du pays des affres de la guerre. Modeste Bahati, prenant la parole, a exhorté les élus qui partent en vacances parlementaires ainsi que tous les mandataires et cadres militants de son regroupement à toujours travailler pour l'amélioration de vie du peuple congolais. Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, dit oui au changement de la Constitution. Il pense à un changement radical car l'actuelle loi fondamentale n'a pas résolu les problèmes cruciaux de la RDC. Eric Kabomba. Une nouvelle voix vient de s'élever pour soutenir le changement de la Constitution. Julien Paluku Kaonga, ancien gouverneur du Nord Kivu et actuel ministre du Commerce extérieur, plaide pour un changement radical. Pour lui, le système politique mis en place depuis la Constitution de 2006 a échoué à résoudre les problèmes fondamentaux de la RDC. Une constitution ni parlementaire ni semi-présidentielle parce qu'il navigue entre les deux. Au jour d'aujourd'hui, les pays naviguent entre tâtonnement, pauvreté et immobilisme. 64 ans après l'indépendance, ces chercheurs en sciences politiques appellent à une nouvelle république, d'où le lancement de son tout nouveau concept, vivement la 4e République. Julien Paluku, fort de tout cet argument, saisit l'opportunité pour appeler à un nouveau vocable dans le microcosme politique congolais à la suite de l'appel du président. Ce vocable s'appelle vivement la 4e République. Cette République est importante 64 ans après parce que les 3 autres républiques n'ont pas été une panacée pour les multiples problèmes. Et donc vivement la 4e République est pour moi l'unique voie par laquelle nous devons expérimenter notre mécanisme à l'instar du fédéralisme. Les structures dans la province de Haut-Uélé sont dans un état piteux. C'est le constat fait par l'honorable Joseph Bangakia, élu de Rungu. Il est au micro de Marie-France Zaïna. Les routes de la province du Haut-Uélé sont dans un état de délabrement très avancé, constat fait par l'honorable Joseph Bangakia, député national élu de Rungu lors de son séjour dans cette île du pays. A ajouté à cela les conditions de précarité de vie des enfants dans cette province qui laissent à désirer. Plusieurs ouvrages dans le cadre des programmes de développement local de 145 territoires ne sont pas encore achevés dans ces coins du pays où Joseph Bangakia a une très forte base. Dans le territoire de Rungu, tous les bâtiments de la première phase du programme PEDEL 145 territoires ne sont pas achevés. L'élu de Rungu plaide également pour l'autonomie de l'antenne de la CENI à Rungu pour que celle-ci ne soit plus chapeautée par l'antenne 10-0. C'est vrai que les responsables de la CENI
m'ont rassuré que tout allait rentrer dans l'ordre et que l'antenne de la CENI de Rungu allait de nouveau être réinstallée. Le député national Joseph Bangakia fait de son cheval de bataille l'installation des directions provinciales de certaines entreprises du portefeuille de l'État et celles du secteur privé dans la province de Haut-Ouélé qui ne doivent plus dépendre de Kisangani vu son autonomie en tant que province, raison pour laquelle il s'est entretenu avec le chef d'antenne de certaines entreprises, entre autres la CNCS, la DGI et la SONAS pour l'équilibre permanent. Et avant de s'envoler pour Isiro, l'honorable Joseph Bangakia avait rencontré les directeurs généraux de ces entreprises. Pour finir, ce communiqué, un réseau d'arnaqueurs se sert des photos du rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli Essengekeli, dans les profils de leur téléphone, leur numéro pour escroquer les paisibles citoyens leur demandant de l'argent et les services divers. Après avoir saisi la justice et les services de sécurité, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, invite toute personne qui recevrait un appel de ces numéros de téléphone 082 022 68 87 et 082 99 26 906 à ne pas céder aux indélicatesses de ce délinquant, qu'on se le dise. Et à suivre ce soir sur la RTNC 1 à partir de 21h en direct de Houston aux États-Unis d'Amérique, la conférence de presse de George Foreman accompagné de toute sa famille et celle de Mohamed Ali avec notre compatriote Deo Kassongo pour les grandes annonces dans le cadre de la célébration de l'année du 50e anniversaire du combat du siècle Rumble in the Jungle qui avait eu lieu en 1974 à Kinshasa dans notre pays et ça sera en direct à 21h sur la chaîne nationale. Fin de ce jour-là, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Cap.